Plusieurs responsables religieux se sont alarmés du projet de loi sur l'aide à mourir présenté par Emmanuel Macron, redoutant une boîte de Pandore parlant de promesses à concrétiser sur les soins palliatifs. Et promesses signifie que elles ne sont pas forcément tenues. On entre dans une séquence qui est celle de la fin de vie, après avoir connu la constitution de l'IVG, l'inscription dans la constitution de l'IVG. On pourrait dire que c'est assez rude, d'un côté comme de l'autre de la chaîne humaine, du début à la fin de la vie. Les choses s'intensifient. Antoine-Marie Isoard nous a rejoint, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Frédéric Ponce, journaliste essayiste, est également présent, avec Yves Mamouche, journaliste, ancien journaliste au Monde et essayiste également. Bonjour Antoine-Marie. Bonjour à vous. Alors j'imagine que cette séquence que l'on connaît depuis le début de la semaine, avec l'interview à la fois dans Libération et La Croix. Déjà, ça en dit long quand même sur l'exercice d'équilibriste du président de la République, c'est-à-dire de vouloir ménager, pardon pour La Croix, et la chèvre et le chou. Enfin, je n'ai pas traité La Croix de chèvre, loin de là. Mais voilà, vous comprenez très bien ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est le fameux en même temps. Enfin, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Mais j'écoutais alors attentivement dans les embarras de Paris. J'ai écouté attentivement la première partie de votre émission, en regrettant de ne pas être autour de ce micro, et j'entendais entre autres l'ami Frédéric Ponce parler de la plasticité d'Emmanuel Macron, et si j'ai bien entendu, pour qui effectivement les mots tiennent lieu de politique. Je crois qu'on est complètement là-dedans. C'est-à-dire que l'interview à La Croix et à Libé, dans l'interview, le président arrive à dire... C'est une interview qui est faite sérieusement dans le bureau du président, qui est corrigée. Il arrive à écrire et à le garder à la correction que ça n'est pas l'euthanasie, ça n'est pas le suicide assisté, mais vous comprenez, on n'a pas voulu garder ces mots-là. Écoutez, non, mais oui, bien sûr, on n'a pas voulu les garder parce que c'est horrible de dire ça. Mais on est tous conscients de ça, c'est-à-dire qu'il en est bien conscient. Mais en fin de compte, c'est exactement ce qu'on va faire, mais on ne vous le dit pas et on appelle ça l'aide à mourir. Mais c'est le pays des bisounours. Pourquoi ? Mais parce que c'est pas de la fraternité. Alors Ségolène Royal parlerait peut-être de fraternitude, mais c'est pas de la fraternité. C'est se foutre du monde. La fraternité, c'est de soigner les gens. C'est pas bisounours, c'est de la manipulation en plus, des mots et donc des opinions publiques. Complètement. Voilà. Tout le monde répète à l'envi la fameuse phrase de Camus, mal nommer un objet, on dit souvent les choses, mais on va mal nommer un objet, c'est en rajouter au malheur de ce monde. Et je l'entendais, je crois, encore tout à l'heure dans une chronique chez vous ce matin par Monseigneur Mathieu Rouget. Mais évidemment, c'est du grand n'importe quoi. On se fout de nous. Une fois de plus, la fraternité, c'est soigner les gens. Et donc, ce fameux plan décennal sur les soins palliatifs qu'on attend depuis justement des décennies, ou en tout cas depuis au moins le début des mandats d'Emmanuel Macron, il n'est toujours pas là. Mais quand il dit « regardez la mort en face », Antoine-Marie Isoard, est-ce que c'est faire droit à une revendication, c'est accepter une revendication forte qu'il y a dans la société française? Est-ce que vous la percevez, cette revendication de regarder la mort en face? On l'aperçoit, mais le président lui-même, dans l'interview, si je ne dis pas de bêtises, dit qu'il se méfie des sondages là-dessus. Et qu'il se méfie des sondages sur plein d'autres choses. Il n'a pas peur. Quand on demande à des gens, voulez-vous mourir dans la dignité, forcément, ils répondent oui. Donc, mais c'est un sondage truqué. Il le précise, Emmanuel Macron. Il le reconnaît. Mais c'est pour ça que c'est du grand n'importe quoi. Pardon, je veux dire, là, on est en train de nous promener et de faire une énième loi sociétale mortifère en annihilant toute loi naturelle. Je veux dire, c'est même pas... Alors, ceux qui prennent cette antenne par hasard ce matin et qui disent « Ah, mais c'est encore des cathos qui s'offusquent, machin. » C'est pas une question de cathos. C'est une question de loi naturelle. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est cette loi qui est inscrite dans l'humanité depuis toujours. Ce sont des actes intrinsèquement mauvais. C'est ce que disait Jean-Paul II. C'est veritatis splendor. Je veux dire, on ne peut pas accepter. C'est la levée de l'interdit de tuer. Je suis désolé, j'arrive furieux, énervé, pas contre vous. Après les embouteillages parisiens aussi, qui vous ont dopé. Mais voilà, ça me rend triste en fin de compte. Comme on a été très triste, le jour de la constitutionnalisation de l'IVG, parce qu'on savait qu'il n'y avait pas de menace, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on va en rajouter encore une couche de la séquence est rude dans ce carême 2024. Je cite le collectif Notre Humanité en péril. Ceux qui veulent éteindre la lumière en commandant à l'autre de manier l'interrupteur indiquent par cette métaphore leur rapport à l'existence, la lumière électrique d'une chambre individuelle contrôlée à la demande. Là encore, cette liberté leur appartient, mais l'inscrire dans la loi, c'est couper à leur seule mesure l'indivisible tissu d'interdépendance physique, spirituelle du monde vivant
et léser gravement l'humanité tout entière dans ce qu'elle a de plus profond et de plus doux. Parce que l'argument des pro-euthanasie, c'est d'éteindre la lumière, et comme je ne peux pas le faire moi-même, on va demander à d'autres de le faire. Et d'autres, ce sont évidemment les soignants qui se sont largement mobilisés. On dit qu'ils sont divisés sur le sujet. Est-ce que vous percevez cette division, ou au contraire, est-ce que vous estimez qu'il y a une solidarité du monde soignant? Moi, je trouve que ce sont les grands oubliés de ces débats de ces derniers jours et de cette présentation là d'Emmanuel Macron de ce dossier très dur, hein, dans cette semaine noire pour les gens qui ont encore de l'humanité. Les soignants sont passés à la trappe, et qu'ils soient chrétiens ou pas, et donc là je vais parler plus des non-chrétiens, parce que leur voix compte aussi. La voix chrétienne, elle doit être entendue, elle est entendue sur la radio ce matin, mais les non-chrétiens se sont exprimés, les soignants non-chrétiens sont exprimés toute cette semaine en disant ou en rappelant que ils avaient eu beaucoup de promesses de concertation, de discussion, d'association aux travaux, de réflexion sur la fin de vie, et qu'en réalité, toutes ces promesses sont passées à la trappe. Et donc, ils découvrent pour la plupart les propositions actuelles du gouvernement d'Emmanuel Macron en étant mis devant le fait accompli. Et ils rappellent un certain nombre de réalités sur les soins palliatifs, qui est au cœur de leur engagement de soignants. Eh bien, les soins palliatifs en France sont et resteront le parent pauvre. Les soins palliatifs vont être figés, paralysés, sinon enterrés par ce projet d'Emmanuel Macron. On sait aujourd'hui, les chiffres sont donnés, il faut les prendre avec précaution, mais ils font à peu près consensus. 500 personnes aujourd'hui en France, chaque année, meurent faute de soins palliatifs. On a 21 départements en France sans structure d'accompagnement et de soins palliatifs, dont des départements comme le Gers, la Haute-Marne, qui mériteraient autant que la Seine-Saint-Denis ou les Yvelines d'avoir ces unités de soins. Et donc, au lieu de travailler déjà et de mettre le paquet sur les soins palliatifs pour apporter aux malades, aux grands malades, une fin de vie et une approche de la mort beaucoup plus humaine, beaucoup plus responsable, eh bien, on va utiliser, si vous voulez, au lieu du marteau pour planter le clou, on va utiliser la bombe atomique pour percer un trou. C'est quelque chose d'insupportable pour la quasi-totalité des soignants que l'on peut interroger aujourd'hui. S'il y avait peut-être quelque chose à constitutionnaliser, ça serait l'accès justement à cette égalité devant le traitement d'une mort digne. Oui, mais il faut arrêter de constitutionnaliser tout et n'importe quoi. Au fronton des mairies, liberté, égalité, avortement. Mais c'est terrible. Enfin, c'est insupportable. Et euthanasie. Ou euthanasie. Non, mais il y a fraternité. On vous a dit que c'était de la fraternité. Donc, non, moi je trouve que... On est en train de galvauder. J'étais d'accord avec mes deux collègues sur le fait que ces deux opérations, IVG et euthanasie, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, c'est de la communication et c'est une manière de ne pas régler les problèmes. En matière d'IVG, en 2022, il y a eu 234 000 interruptions volontaires de grossesse en France, c'est-à-dire le double de celles qui ont lieu en Allemagne, un pays plus peuplé que la France. Donc il y a une interrogation. Pourquoi est-ce que tout d'un coup les femmes en France recourent plus à l'IVG qu'en Allemagne ? Eh bien, c'est corrélé, et il y a des études qui le montrent, que c'est corrélé à la montée de la grande pauvreté. C'est-à-dire, plus les femmes sont seules, sont pauvres et continuent d'avoir un semblant de vie sexuelle, eh bien, si elles n'ont pas de contraception, bien entendu, et donc elles se tournent vers l'IVG comme un outil de contraception. Et c'est ça le vrai scandale, parce que la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, elle a toujours été conçue pour les cas extrêmes, les viols, les incestes, etc. Là, c'est devenu un outil de contraception. Et c'est ça... Le refus le gouvernement ferme les yeux là-dessus, et c'est scandaleux. Concernant l'euthanasie, il y a aussi un autre problème qui est constamment évité parce qu'il coûte de l'argent, c'est l'aide aux familles qui gèrent des personnes âgées en état de perte d'autonomie. Je veux dire, il y a plus d'1 million de familles en France qui vivent avec un parent atteint de la maladie d'Alzheimer. Ça veut dire qu'il y a 6, 7, 8 millions de personnes qui sont affectées. C'est-à-dire, c'est beaucoup. Par ça, qui sont affectés dans leur vie quotidienne, qui sont affectés financièrement. Les aidants, hein. Les aidants, c'est ça, qui sont affectés financièrement, qui sont affectés affectivement, et rien n'est fait pour leur venir en aide. Et alors, en revanche, on fait des grandes mesures sociétales on va vous aider à vous débarrasser d'eux, quoi. En gros, c'est ça qui est
proprement insupportable. Ni un droit nouveau, ni une liberté, mais la possibilité de demander une aide à mourir sous certaines conditions strictes, c'est ce qui est aujourd'hui esquissé. Est-ce qu'on n'exagère pas la volonté de l'exécutif d'arriver à quelque chose qui soit jusqu'au boutiste, extrême, alors qu'Emmanuel Macron peut-être se veut plutôt mesuré sur le sujet et qu'il ne sait pas encore vraiment où aller? Antoine-Marie Isoard. Il n'est pas mesuré, il est extrêmement mal à l'aise. On l'a dit tout à l'heure en analysant les propos qu'il tient dans La Croix et dans Libé, enfin dans cette interview publiée lundi. Il est extrêmement mal à l'aise, on le sait, ça a été dit. Donc le jeu est encore ouvert ou pas? Le jeu est encore ouvert. Là, c'est quand même les dés sont pas mal pipés quand même, parce que une fois de plus, on nous dit on va pas faire ça, et en fin de compte, on vous dit on va le faire. Donc non, moi ce qui me préoccupe énormément, c'est la question de l'unité du pays. Et j'ai l'impression qu'elle est présente dans tous les arguments que vous avez prévu qu'on aborde ce matin et que vous avez déjà abordé tout à l'heure. On aurait pu penser que la guerre est une façon de faire l'unité. En tout cas, l'unité derrière un chef d'État. On peut penser que la question de la Corse va nous faire parler tout à l'heure de questions d'unité, inévitablement. Mais là, c'est la question de l'unité d'un pays dans lequel, finalement, cette unité, elle est menacée, cette vraie fraternité, par des comportements où on favorise, on se recroqueville. C'est favoriser l'individualisme, c'est favoriser l'égoïsme. Je ne dis pas, évidemment, qu'il n'y a pas de souffrance, qu'il n'y a pas des souffrances qui sont insupportables, insurmontables, qu'il y a des souffrances insurmontables. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des femmes, pour revenir à la question de l'UVG, qui vivent des situations dramatiques. Ça n'est pas la question. La question, c'est de légaliser, de faire rentrer dans la loi d'un pays de lever l'interdiction de tuer. C'est innommable. Moi, je suis extrêmement, une fois de plus, très triste. Vous savez, l'hypocrisie dans le choix des mots, dans la communication. Il ne faut pas parler d'euthanasie. Nous devons en parler, parce que c'est bien le sujet. Le cynisme dans la conduite politique des affaires de l'État, en essayant de désigner les ennemis intérieurs, en essayant de souder derrière la majorité à propos de l'Ukraine ou d'autres sujets sociétaux, tout cela est facteur de division dans notre société. On l'a bien vu à un certain moment, un certain mépris des maladresses de Macron. Mais quand les maladresses se répètent, ça veut dire qu'il y a ça dans le cerveau du président et dans son approche de certains nombres de sujets. Les gilets jaunes, avec toutes les dérives qu'il y a eu, les paysans. Il y a eu, si vous voulez, des maladresses politiques qui aujourd'hui n'en sont plus, qui sont un véritable cynisme qui a produit ces fameuses divisions. Et là, on rajoute une couche. Alors, il y a l'IVG, l'avortement. Aujourd'hui, on est sur l'euthanasie et on voudrait nous rassurer en nous disant il y aura des garde-fous, regardez, on ne pourra pas faire n'importe quoi. Or, vous n'y croyez pas à ça, mais pas du tout, mais pas du tout. Et les soignants, là encore une fois, le disent. Et il faut sortir de notre bon vieux pays et regarder ce qui s'est fait à l'étranger. À l'étranger, on voit bien que les barrières initiales ont toutes été passées au nom des droits de l'individu. Et c'est vrai, dans des tas de domaines, on commence ou on fait mine de vouloir bien encadrer. Et quand on a mis le doigt dans l'engrenage, il y a ce rouleau compresseur des droits individuels qui fait exploser les limites initiales des politiques. Et à la fin, on se retrouve dans des sociétés comme la Belgique et qui encore se tient en partie sur ces sujets-là, mais des sociétés qui ont supprimé toutes les barrières éthiques, morales, et les pays s'en sortent pas mieux. Frédéric Pons, Antoine-Marie Isoard. Mais parce qu'on va même on va déjà beaucoup plus loin que certains autres pays en autorisant, c'est le projet de ce qu'a présenté le président de la République, que ce soit un proche qui intervienne dans le suicide, c'est-à-dire dans l'euthanasie de fait. Et là, on va beaucoup plus loin que n'importe quel autre pays. Les barrières sont déjà franchies, dans le projet. Et puis, il y a cette évocation dans l'interview. Certains disent, Antoine-Marie, que ça n'aura pas d'influence parce qu'aujourd'hui, on est capable en fait de s'euthanasier d'un mouvement de paupières soi-même et de ne pas recourir donc à un proche. Donc, paraît-il que ça n'aura pas beaucoup d'efficience. On nous parle aussi des EHPAD. Enfin, je veux dire, Emmanuel Macron cite comme ça, dans son interview, tout d'un coup, les EHPAD. Donc, ça y est, l'euthanasie va rentrer à l'EHPAD. Donc, moi, j'irai voir ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, qui commence à être un poids. Puis, vous comprenez, il y a quelques sous sur son compte en banque qui ferait mieux d'être sur le mien. Enfin, voilà. On va... Bon, et puis, elle fait plus rien, la pauvre chatte. Elle regarde la télé toute la journée. Écoutez,
c'est infernal en fait. C'est extrêmement inquiétant. Et ça pose la question de la confiance, oui. largement dans les institutions. Et la vraie fraternité. Ça pose la question des dérives possibles. Il ne faut pas être naïf dans notre société. Antoine-Marie vient de le dire, mais si vous avez la possibilité légale d'euthanasier, c'est-à-dire de tuer un proche qui souffre, qui est en fin de vie peut-être, de tuer dans le secret de sa chambre. Qui le demande. Qui le demande ou pas. S'il n'a plus son discernement, comment on fait ? On peut décider qu'il m'a dit qu'il voulait mourir là, maintenant, dans la minute, et donc je lui ai fait une injection létale. Imaginez les procédures après qui vont se mettre en place entre héritiers, ou si on estime que la personne en question n'a pas vraiment donné son accord. Mais ça, c'est pour contourner l'opposition des soignants. Et bien sûr. Emmanuel Macron, dans l'interview, encore une fois, encore un mot, il utilise à 2 reprises cette expression, il dit c'est un chemin qui s'ouvre. Et c'est pas un chemin, c'est une autoroute. Pardonnez-moi, ou voire une impasse. Enfin, bon, je suis désolé, je suis un peu contradictoire, moi aussi, mais on se comprend. C'est une autoroute, en tout cas, par laquelle le législateur va forcément, dans laquelle il va s'engouffrer, et en faisant tomber une après l'autre les barrières. Allez, autoroute et autonomie, les 2 mots commencent pareil, mais ça dit quelque chose aussi de l'unité dont vous parliez, Antoine-Marie Isorre, à l'instant même. On parle pendant ce temps de l'autonomie de la Corse, avec un accord trouvé entre le gouvernement et les élus de la Corse, dans la nuit de lundi à mardi, sur le projet d'inscription du territoire dans la Constitution, qui propose une vraie autonomie pour l'île. C'est ce que dit Corse Matin, le quotidien insulaire, qui a titré « Fumée blanche », non pas au Vatican, mais Place Beauvau. C'était le titre de Corse Matin. Cette fois, les choses sont claires. Alors, clair de quoi ? Qu'est-ce que ça signifie, autonomie de la Corse ? Autonomie n'est pas indépendance non plus. Est-ce que ça correspond à plus de liberté locale, Yves Mamou ? Moi, écoutez, je suis là. Le fil rouge, comme le disait mon collègue, c'est l'unité de la nation. Et je veux dire qu'avec cette affaire Corse, c'est évidemment l'unité de la nation qui me paraît moins gravement compromise. C'est qu'on assiste peut-être à un début de démembrement de l'unité nationale. Après la Corse, il y aura forcément la Bretagne qui pourrait se réveiller en disant « et moi » ou le Pays Basque, etc. Moi, heureusement, il y a quand même des voix dans le monde politique qui s'élèvent et je suis assez... J'étais très intéressé par ce que disait Bruno Retailleau Les Républicains, qui disait « reconnaître une communauté historique, culturelle, linguistique liée à une terre, c'est constitutionnaliser le communautarisme. » Et je trouve ça une analyse très juste. Et je trouve que c'est la sanctuarisation du communautarisme. Toute cette affaire Corse, c'est la sanctuarisation du communautarisme en France. Oui, parce que ce qui sera appliqué à la Corse pourra l'être à d'autres communautés. Évidemment, à d'autres régions, comme la Bretagne ou le Pays Basque ou la Picardie, etc. Et pourquoi pas la Seine-Saint-Denis. Il y aura là aussi une zone de territoire liée à une culture, à une religion et à une population homogène qui pourra demander son indépendance aussi bien, ou son autonomie, pardon, avant que ça soit l'indépendance. Frédéric Pense. Oui, je suis en grande partie d'accord. Toutefois, étant provincial, comme beaucoup de Parisiens, gascons, je pense qu'il est bon aussi d'accorder un certain nombre de libertés aux gens qui veulent conserver leur patrimoine culturel, linguistique. Cette unification de la France, qui a commencé avec nos rois, qui s'est poursuivie avec la République, était nécessaire pour notre grand et beau pays. En même temps, on a souffert d'un certain jacobinisme dans notre pays, une centralisation excessive. Alors, on est peut-être là sur la ligne de crête. Il ne faut pas, évidemment, et je suis d'accord avec Yves Mamou, il ne faut pas déstructurer notre pays et le communautariser encore plus qu'il ne l'est, parce qu'il y a des risques énormes. Malgré tout, l'État français, en partenariat avec des collectivités locales qui ont un vrai patrimoine culturel, devrait savoir reconnaître des particularismes régionaux, provinciaux, sans aller jusqu'à sanctuariser dans la Constitution ou dans la loi l'autonomisme ou le partitionnisme de certains Corses, Alsaciens, Bretons, Basques ou autres. Évidemment, tout dépend jusqu'où vous mettez le curseur de l'autonomie. Si par exemple il y a 300 000 habitants en Corse, si la Corse doit financer son système de sécurité sociale par ses propres moyens, on imagine que ça va être compliqué. Oui, mais là, il n'en est pas question. Voilà. Certains veulent l'autonomie, mais avec l'argent du pays centralisateur. Voilà, bon, il ne faut pas être naïf non plus.
Je rebondis sur ce qu'ont dit mes collègues et confrères ici. Moi, je suis tout à fait d'accord. Le patrimoine culturel, linguistique, je suis tout aussi gascon que Frédéric ici. Mais effectivement, la question de l'unité est très centrale, et permettre d'adapter les lois de la République dans une région précise, ça me paraît extrêmement périlleux. Pourtant, l'Église est favorable à la subsidiarité. Oui, bien sûr, mais vous évoquez... alors, l'Église, elle est bien placée. Elle est au Vatican, qui, vous l'aurez noté, sur les cartes de géographie, depuis 1870, est au milieu de l'Italie, qui est un pays qui s'y connaît en termes de territoire autonome. Alors, j'ai eu la joie d'y vivre 18 années, et vous avez dans ce pays 5 zones, régions à statut spécial, qui sont 5 zones, alors on peut dire frontalières pour 3, puisque c'est les 3 régions qui sont au nord du pays, toute petite Val d'Aos, le Frioul, la Vénétie, puis au milieu ça y est, j'ai oublié, et puis le Haut-Adige. Merci, le Haut-Adige, et puis au milieu, bravo, et puis 2 îles, voilà, la Sardaigne et la Sicile. Mais ce qui marche à peu près en Italie, je dis bien à peu près, d'un point de vue des lois, bon, après les lois en Italie, c'est encore un gros mot, mais le souci pour l'Italie, et c'est ce à quoi on pourrait arriver quand vous évoquez à l'instant, Louis, la question de la finance, de financer sa propre sécu, son propre système, c'est qu'en Italie, effectivement, on a assisté à la richesse est au nord, c'est pas nouveau, là, et c'est beaucoup plus dur pour ceux qui sont au sud, et ça fait vraiment un pays à 2 vitesses. Si on veut un pays à 2 vitesses, allons-y, constituons des régions pauvres, des régions riches. On va avoir une Île-de-France qui sera, je sais pas, autonome pour quelle autre raison. Vous avez parlé de la Seine-Saint-Denis, je vois bien où on veut en venir, mais non, moi je suis extrêmement préoccupé par cette tentative de mettre en péril l'unité du pays, même si on peut regretter l'hypercentralisation, on peut regretter ces normes qui enferment, qui empêchent, on l'a dit, le mouvement des agriculteurs, enfin voilà. Mais bon, il y a quand même un gars qui s'appelle Napoléon qui doit un peu frémir, parce qu'il a un peu fait pour l'unité du pays quand même, il y a pas mal d'années de ça, et il était un peu corse quand même aussi. Mais si on prend un peu de hauteur ou de perspective, même si c'est prétentieux, sur ce dossier de l'autonomie de la Corse aujourd'hui, peut-être demain d'autres régions, dossier de l'euthanasie, de l'IVG, de la guerre en Ukraine, j'ai vraiment l'impression aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans, 3 ans, que l'on joue avec le feu. Que sur un certain nombre de sujets extrêmement délicats, faute d'avoir une vision politique, faute d'avoir engrangé des succès politiques et économiques, eh bien, on est pris, quand je dis on, notre gouvernement, notre président, sont pris dans une espèce de prurite réformateur qui peut être légitime sur certains plans, accepté par une partie de l'opinion publique, sans doute, mais qui peut produire des effets dévastateurs à moyen ou long terme. Et c'est pour ça que je dis qu'on joue avec le feu, et je crains vraiment la situation quand Emmanuel Macron va quitter le pouvoir. Dans quel état va-t-il laisser la France avec cet endettement dont on parlait, ce risque d'engagement dans la guerre en Ukraine, ces conséquences sociétales, démographiques désastreuses liées à l'IVG et à l'euthanasie, et puis ce début de fracturation, si ça va à son terme, à travers l'autonomie de la Corse. Et donc là, la situation est très grave. On parle de la guerre, c'est grave. Le président, hier soir, a dramatisé la situation. Mais je crois qu'il faut regarder tous les autres dossiers et avoir une conscience un peu tragique de ce qui est en train de se passer. Et ça exige de notre part d'avoir un regard anthropologique, un regard chrétien, pour trouver un peu de sérénité et de solution à tout ce qui s'annonce. Yves Mamou. Oui, je suis frappé par l'unité d'analyse qui règne autour de cette table, parce que moi, je ne suis pas chrétien, mais je partage exactement la même analyse. Je suis aussi très angoissé sur l'avenir de ce pays. Et je pense que des choses graves peuvent et risquent de se produire. Et à cause précisément de cette gestion à court terme, de cette gestion communicationnelle de la politique, de ce refus de prendre en compte les vrais problèmes, en même temps de laisser faire un certain nombre de choses qui... Et pourtant, je vous répondrai qu'il n'y a pas énormément d'opposition
Mais c'est vrai, et c'est vrai, et vous avez raison. Parce qu'il y a, et c'est un autre sujet, on en reparlera sans doute, mais il y a dans notre société une espèce de chape de plomb idéologique qui est tricotée en permanence par la classe médiatico-politique, qui fait que certains sujets sont devenus tabous, on ne peut pas les aborder. Regardez le procès qui est fait en ce moment à un média ou à des médias du groupe Vivendi, je pense à CNews, on est d'accord ou pas, mais on est dans un pays de liberté et on est en train de traquer les idées des invités, des journalistes, des animateurs. Il y a quelque chose de très grave qui est en train de se passer. En tout cas, ici, vous êtes les bienvenus et personne ne vous traquera jamais, je l'espère. Merci Frédéric Pons, Antoine-Marie Zohar et Yves Mamou. Frédéric Pons, je précise que vous avez publié L'Arménie va-t-elle disparaître aux éditions Artege, et puis un portrait de Vladimir Poutine également aux éditions Calman Lévy. Antoine-Marie Zohar, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Yves Mamou, journaliste et essayiste. À bientôt.